MVP justement, et Philly n'a pas eu besoin de son MVP pour prendre le lead dans la série contre Boston. Pourtant, je croyais que Boston, ça allait rouler sur tout le monde, je comprends pas. On m'aurait menti. Bizarre. Bizarre, non? Bizarre. On va commencer par ça. Messieurs, parce que c'était il y a 2 nuits maintenant. Parce que bon, et Antoine qui donne son short à la TBA, justement. Yes. La TBA s'auto-produit. Du coup, Game 2 de Philly-Boston cette nuit. Le Game 1 a eu lieu il y a 2 nuits, du coup. Messieurs, on a assisté à un match assez bizarre, non? Parce que, surtout la première mi-temps, 2 lancers francs seulement. Une mi-temps qui a duré 50 minutes, une cinquantaine de minutes au total. 53 exactement, il me semble. Alors qu'un match NBA en globalité, en comptant les temps morts, les pubs, la mi-temps, ça dure à peu près 2h30. Hein, donc ça vous place le temps qui a été enlevé à cette première mi-temps grâce ou à cause des lancers francs. Toi, je sais, Enzo Logdin, je sais que toi, t'étais pas forcément fan de cette première mi-temps là. Pas forcément fan de cette première mi-temps, oui, parce que tu as une première mi-temps assez logique, c'est pas une critique pour le coup, c'est assez logique, dans laquelle les Sixers ont subi. Les Sixers ont subi pour mieux s'adapter après. C'est ce qu'a fait Doc Rivers dès le second quart-temps. Mais le premier quart-temps, c'est un premier quart-temps de domination des Celtics qui n'a pas été assez ponctué par un assez gros écart parce qu'ils étaient inefficaces en défense. Et même, j'ai envie de dire, plus qu'inefficaces, incapables parce qu'ils n'ont rien fait finalement défensivement. Inexistant. Tu as un James Harden qui s'est promené. Tu as un Paul Reed qui lui aussi a eu énormément d'occasions, qu'il n'aurait jamais dû avoir. Tu as un Tobias Harris qui a été très bon aussi. 100 points d'ancrage, qui est quand même la base du jeu des Sixers cette saison. Finalement, ils ont su quand même dérouler offensivement. Et même si tu as un Harden de gala, On reviendra sur James Harden tout à l'heure. exactement, on en reviendra. Tu as surtout des Celtics qui ne défendent pas et au final qui se font piéger, qui se font totalement piéger, malgré, comme j'ai dit, une domination, notamment à l'intérieur. Il me semble que 2 tiers des points de la première mi-temps, c'est à l'intérieur, c'est dans la raquette des Sixers qui était vide, qui était incapable, elle aussi, pour le coup. Mais au final c'est le coach qui s'est le mieux adapté, le seul coach qui a coaché, j'ai envie de dire, qui a fait gagner son équipe. Parce que c'est vrai que il n'y a pas de défense, mais une énorme réussite au tir aussi. Hein. Au final, on a 50% de réussite au tir pour Philly, 58% pour Boston. Et tu perds. Et tu perds. Voilà, exactement. Antoine, du coup, toi, tu partages l'avis d'Enzo là-dessus, sur ce match et sur le côté, l'entraîneur qui s'est adapté à gagner? Ouais, je suis assez d'accord. Surtout que, alors je ne sais plus si c'est en première mi-temps, mais moi j'avais très peur pour Paul Reed. À un moment, il se fait contrer par Horford, mais sur un truc de. Première action où il touche la balle. Il se fait contrer par Horford, je me dis, oh là, mais ça va mal se passer. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ça s'est décanté. Et Doc Rivers, on le critique souvent. Mine de rien, est-ce que c'est à cause de Mazzulla ou plus grâce à Doc Rivers? Moi, je dirais que c'est quand même plus grâce à Doc Rivers qui a quand même réussi avec ce qu'il avait à faire un truc pas mal. Bah, le gars, il te sort un style de jeu, un braquage, parce que mine de rien, ouais, la tablette du coach. Non, moi, je trouve qu'il faut donner beaucoup de crédit à ce qu'a fait notre ami Doc, et que ça se reproduira peut-être pas à chaque match, mais il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est Doc Rivers qui s'est bien adapté, et on a vu surtout la victoire, je trouve, d'une équipe de la profondeur d'équipe des Sixers qu'il n'y avait pas les saisons précédentes. C'est-à-dire que tu as aussi un D'Anthony Melton qui était très très bon quoi sur le Game 1. Paul Reed, il a réussi à faire un petit intérim et tout ça bien sympa, il s'en sort avec un double-double. Tobias Harris, bon c'est l'assurance tout risque, c'est un 18-5-3, t'as l'impression que c'est ses stats sur tous les matchs. Niang, il a mis un tir, il l'a mis, mais il est capable d'en mettre d'autres. Enfin, franchement, c'est une vraie victoire d'équipe sans ton franchise player, quoi. Enzo, tu voulais dire du coup, enfin avec ta tablette. En fait, du coup, je voulais expliquer la défense qu'a mis en place Doc Rivers.
du coup, qui a mis en place une mashup. Une mashup, c'est quoi? C'est une défense de zone qui va switcher sur du homme à homme, puis switcher sur selon qui a la balle, selon où est la balle. On est soit en homme à homme, soit en défense de zone. Et là, du coup, on va illustrer ça par les jaunes, on va dire c'est Celtics. Là, c'est Tatum et Brown, là, c'est Horford. Là, c'est mieux. Là, c'est Tatum, Brown, là, Horford. Lorsque Tatum avait la balle, hop, prise à 2 direct, ici. Lorsque la balle allait, du coup, sur Brown, hop, prise à 2 ici. Là, ça glisse et là, ça glisse. Parce que justement, le but était de trap les joueurs dangereux. Par contre, lorsque la balle était sur tonton Horford, par exemple, qui est ici, et ben là, on passait sur du homme à homme, parce que tonton Horford, en 1 contre 1, il est largement gérable. Et surtout, le but est de couper les passes des joueurs capables de te faire mal, pour justement les faire jouer off ball, qu'ils aillent faire des écrans sans ballon, et cetera, et que la balle aille sur un autre joueur un peu moins capable. Donc du coup, là, l'objectif, c'était de faire chier à 2 les joueurs dangereux, et c'est pour ça qu'au final, tu as eu beaucoup de paniers à l'intérieur de Robert Williams, de Al Horford, de tout ça, parce qu'ils ont été justement, mis en avant par le fait que les autres étaient limités, et on a bien vu là où tu as Brown mettre le plus de leurs points, c'est lors du premier quart-temps. Lorsque, c'est le quart-temps de rodage pour les Sixers qui essaient de voir, puis après quand il y a l'adaptation, ils ont mis de moins en moins de points, notamment Brown. Brown qui s'est totalement éteint en Oui, seconde mi-temps, par exemple. Brown, pour le coup, c'est le cas. Tatum, c'est plus l'inverse. Tatum, il a claqué la grande majorité de ses points en deuxième mi-temps. Oui, parce qu'après Surtout Tatum a dans le troisième quart où il est injouable. Tatum a fait du Tatum dans le sens où il a été phénoménal, et Oui, même cette défense-là, mais sur Brown, ça a été hyper efficace, et Tatum, par contre, il a oui. fait il a fait pas mal de pertes de balles, il me semble, hein, si je dis pas de Les bêtises. ajustements de Euh, Doc Rivers, oui. Les ajustements Deux pertes défensifs, de balles. je suis pas sûr. Quand C'est tu vrai. vois la valise de points et la fréquence de scoring, l'efficacité qu'ont eu les Celtics collectivement, je suis pas sûr que ce soit sur les ajustements défensifs qu'on puisse non plus faire le gros tapis rouge. Après, Si. pour le coup, si, moi ce qui m'a un peu étonné, bah, déjà effectivement ce côté fluidité, un petit peu peut-être manque de rugosité physique parce que, bah, tiens, Antoine le soulignait, première action où Paul Reed il touche la balle, il se fait bloc par tonton Al, qui a fait: «C'est mon fiston ça», voilà machin, Le tonton. ça donnait un ton. Après, par contre, l'ajustement, j'ai envie de dire un petit peu offensif, et ça d'ailleurs, faut donner lui aussi du crédit à Paul Reed. Ça se voit pas forcément dans les stats puisqu'il finit qu'à 2 passes décisives, mais il a pris non seulement du rebond, mais ce côté des fois un peu point d'ancrage dont peut servir Joel Embiid, et ben Paul Reed, ils s'en sont servis de manière minime, mais de pouvoir lui donner aussi un petit peu la balle à l'intérieur et pouvoir ressortir rapidement, faire tourner, etc. Et lui qui est pas non plus, dont c'est pas la qualité principale, franchement, je l'ai trouvé pas dégueu à ce niveau-là et ça a aidé énormément à la fluidité du jeu de Philly. Bien sûr en association avec Harden, hein, qui était encore une fois exceptionnel. Hmm. Ouais, effectivement, par contre, le souci dont on devrait parler, c'est en revanche le manque, à l'inverse, d'ajustement de Joe Mazzulla, qui lui, en plus, je sais pas s'il y a une équipe en termes de polyvalence, etc., partout, qui a plus d'outils pour les ajustements que les Celtics à disposition de C'est Mazzulla. ça. Donc, le peu d'ajustements que fait un Mazzulla sur ce match-là, avec le nombre d'outils qu'il a à sa disposition, effectivement, Je pense c'est à. plus que problématique. Je te rejoins là-dessus. Je pense surtout que. Alors, je ne comprends pas, là, au cas où, bon, si la Celtic Nation, au cas où, tombe sur le live et sur le live ou sur le replay, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire parce que, enfin, pour m'expliquer, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi Grant Williams est aussi peu utilisé. ouais. J'allais le dire. Et en fait, 4 minutes seulement lors du même Game 1. Alors qu'il. indépendamment, De quoi? indépendamment de Grant Williams, je ne comprends pas aussi pourquoi Al Horford est autant utilisé. Ouais. Al Horford, il joue une Mmh. trentaine de minutes, il me semble, et surtout, je suis choqué de voir Al Horford finir les matchs. 30 tout pile. Il finit les matchs alors que c'est clairement une cible en attaque, et encore pire quand il y a un gars comme Harden, voire même Maxi sur le terrain. Et bizarrement, le Mmh tir de mh. la gagne, il est sur qui? Sur Horford. Parce qu'il y a eu un switch. On a laissé Horford switch sur Harden, et ça, c'est très grave. Donc, là, il y a plusieurs grosses erreurs autour de Horford, et que moi, je ne comprends pas. Bah, ouais, parce Bah, qu'en surtout que tu plus. as un pivot derrière en la personne de Rob Williams qui est lui capable beaucoup plus
quand il switch. Bon, attention, c'est pas le pivot le plus mobile de l'histoire, mais il est bien plus capable qu'Horford quand il switch sur des extérieurs, de pouvoir tenir le rythme, de pouvoir tenir les appuis, de pouvoir vraiment les gêner. Et puis, ouais, Grant Williams, apparemment, au premier tour, ça en parlait déjà, mais apparemment, il avait quand même quelques pépins physiques au moment d'attaquer ses playoffs. Est-ce que c'est toujours le cas? On ne sait pas. Je pense que ça me paraît bizarre s'il était à 100 de pas le faire jouer. Mais Donc ouais, je ouais, parce qu'il a, pense qu'il doit y avoir quand même une partie de l'explication là-dedans. il a le profil Mais oui, effectivement, pour défendre sur pas mal de profils, enfin justement de postes et tout ça. Donc tu vois, c'est clairement dommageable. sur du Tobias Harris, même sur du James Harden, certes sur le drive, il manque peut-être sur le premier pas, il manque peut-être un peu de vitesse, mais en termes de gabarit et tout, il peut imposer un Au vrai moment du défi, retour quoi. sur Joel Embiid, Et, bah au ouais, moment du retour exactement. de Joel Embiid, on va voir là. Tiens. Mais du coup, on en a parlé un peu là pendant dans cette première partie, mais est-ce qu'on n'aurait pas un peu trop disrespect James Harden, messieurs? Parce que l'autre Euh, coco, il te sort un match. Il le fallait aussi. S'il fait pas il, ce match-là, Oui, il le mais comment fallait, veux-tu. il le est-ce que fallait. tu vois, quand on abordait ce Game 1 sans Embiid, est-ce qu'on n'aurait pas un peu oublié que James Harden, ça reste un magnifique scoreur quand il veut, quoi? Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire dans le sens oublié, pas disrespect, parce que disrespect, c'est avoir conscience des choses, Dans ce mais de sens-là, les nier. disrespect. Ah, ok, dans ce sens-là. Non, moi, je suis plus dans le sens oublié, parce que concrètement, Harden, depuis qu'il est parti de il est dans tout autre rôle que ce qu'on l'a connu. Il est dans le rôle Mm. d'organisateur. Déjà, quand il arrive aux Nets, Kyrie lui-même le Un rôle dit, qui lui va tellement bien Harden, d'ailleurs. et de rôle qui va bien. Kyrie lui-même le dit, Harden est le meneur, je suis l'arrière. Et au final, Vous en voyez. 3 ans, Harden s'est révélé comme le meilleur playmaker de la ligue, tu vois. Sachant qu'il a été le meilleur scoreur de la ligue. Donc ça aussi, ça je trouve, on met pas assez de. Ah oui, Harden, c'est le meilleur playmaker de la ligue. Oui. Meilleur Pour passeur, moi, le meilleur Ouais. playmaker, je sais pas, mais le meilleur passeur, oui. c'est un autre débat. Ok, on va dire que c'est un autre débat. Mm. Mais du coup, même là, quand il est arrivé à Philly, et même Embiid aujourd'hui, il a dit, James ne le dira jamais, mais en arrivant à Philly, il s'est dit, objectif, faire de Embiid le MVP, et il a fait énormément de sacrifices pour ça. Et moi, je trouve que c'est une facette du jeu, une facette même de l'homme, parce que ça relève de la Ouais. personnalité, du mental, dont beaucoup de gens doutaient, est-ce que Harden est capable d'être un team guy ou alors ça sera toujours le héros d'une seule équipe. Quand il était à Houston, il était vu comme énormément quelqu'un de perso, de gars croqueur. Alors que là, il a totalement changé cette narrative. Il a su se sacrifier pour l'équipe, se sacrifier pour un autre joueur même, ce qui est encore plus impensable il y a encore 4-5 ans de cela. Et au Mais final, ça a Et il le marché fait très pas. bien. il a su se Et mettre bravo à lui. dans le costume du lieutenant, tout simplement. Exactement, Ouais. du lieutenant et surtout comme j'ai dit, du fit en fait. C'est plus les gens qui doivent fit pour Arden, c'est Arden qui fit pour les gens. Et ça, je trouve Et que ça c'est va, génial. effectivement, ça va tellement mieux parce il en est profondément capable. Et là, d'ailleurs, il a montré qu'il pouvait reprendre sa cape, un peu la cape de héros quand il fallait. Après, je trouve que il faut faire attention avec les termes, etc. Au niveau un peu, tu vois, le côté culture de l'instant dans les deux sens, hein. Dans les deux sens. Dans le sens où c'est pas parce qu'il fait une première série de playoffs ou c'est pas un top scorer que ça en fait un joueur fini, ou même l'année dernière, s'il fait pas des playoffs de dingue, ça en fait pas un joueur fini. Et cette année, le fait que par contre, il en plante la 45 qui est avant-hier avec la gagne, n'en fait pas un joueur qui va en planter 45 à chaque fois Évidemment. ou qui va redevenir machin. En fait, dans les deux cas, il faut arriver à doser et se rendre compte que ben là, c'était qu'un match. Essayons de Ouais. voir, Ouais, non, bien sûr. sur le long terme. Ce qui est intéressant dans le match d'Ardennes, c'est que, tu vois, j'ai les stats sous les yeux. Il tente et Pardon, excusez-moi. il a que 4 lancés dans le match. Mhm. Il prend 14 tirs à 3 points, 16 tirs à 2. Ouais. Et il est à 50. Enfin, en fait, il a repris sa cape, enfin, un peu son costume de sauveur, de hero ball et tout. Mais on peut même pas dire qu'il a vraiment croqué, quoi. C'est qu'il a été même plutôt efficace dans ses choix, dans Oui, son oui. Ah match. oui, oui, oui. Donc là-dessus, c'était vraiment tout BNF, quoi. Et Toi, surtout dans son rythme, le rythme qu'il a imposé offensivement, il était génial. Il était génial. c'est ça. Antoine, toi, du coup,
je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que... Enfin, pour que Philly continue là de gagner et puisse avoir Ouais. une chance de prendre cette série, sur quelle ligne de stats doit se baser Harden? Un peu plus scoreur? Ou alors à partir du prochain match, si Joel Embiid est là, un peu plus passeur? Bah, ça s'adaptera naturellement au jeu. Si Embiid revient, Harden, s'il te met plus de 30, allez, on va dire plus de 35 points, c'est énorme. Si Embiid revient, il va centraliser l'attention, donc peut-être ça libérera des espaces. Mais James Harden, c'est rare quand il est à côté d'un gros joueur comme Embiid de le voir marquer autant. Donc non, j'ai besoin de le revoir à la passe. C'est pas parce On qu'il va a fait vous une là. fois un bon match comme ça qu'il va savoir le refaire tout le temps, tu vois. Et que C'est ce contre sera Miami toujours l'année l'idéal. dernière. Contre Miami l'année dernière, est-ce qu'il fait pas ça d'ailleurs? Genre il fait un très bon début de série et après il s'effondre complètement Ouais. par la suite. Oui, Donc tu oui. vois, Harden, il faut prendre, c'est ce que je dis, il faut prendre tout ce qui est bon à prendre. Il a fait 45, c'est très bien, mais même lui dans sa tête, je pense pas qu'il se dit, ok, si on a gagné, c'est parce Ouais. que j'ai mis 45. S'ils ont gagné, J'espère c'est pas. parce qu'il y a eu Melton, parce qu'il y a eu Tyrese Maxey qui a répondu présent, parce que Paul Reed a su quand même combler l'absence de Joel Embiid. Il a joué combien de minutes, Paul Reed? Il a joué les trois quarts du 37 match. minutes. Tu vois, c'est une combinaison de plusieurs choses et c'est le coup parfait pour Philly, mais je pense que Harden va devoir retrouver son rôle si Embiid revient à 100%, Mais c'est exactement ce obligatoirement. que je pense, même concernant le retour d'Embiid, c'est que là, j'en parlais, j'ai répondu justement à Simon sur Twitter là, juste avant le live, c'est que apparemment Joel Embiid aurait dit I'm back. Tu vois, genre c'est bon, je suis de retour et bah, du coup pour le game 2 de cette nuit, c'est pas encore sûr, mais il y a quand même de fortes chances pour qu'il y prenne part. On reviendra sur ça, sur ce match 2 là dans la troisième sous-partie, mais j'ai l'impression que Harden comme Embiid, ils sont dans la mentalité du OK, et surtout la Embiid cette saison. J'ai eu le tampon individuel, c'est bon. Maintenant, ça va être collectif. Maintenant, c'est comment on fait pour gagner collectivement. C'est bon, Embiid, il a eu son MVP. Harden, T'as il a vu eu comment il ses était heures de soulagé? gloire. Il a eu ses heures de gloire, ouais, individuellement. Mais maintenant, je pense qu'ils sont vraiment dans cette optique de OK, tu vois, Harden, s'il a besoin de scorer pour gagner, il scorera. Et comme tu dis, Antoine, je pense vraiment que s'il doit faire un match en 15 points, 17 passes pour gagner, il le fera. Il se mettra il modulera un peu son jeu pour ça, quoi. Ouais. Euh, je vois Kelianito, première fois dans le chat qu'on embrasse, il dit ça dépendra de quel Joël Assez tu as. d'accord. Si Embiid est vachement diminué, Harden devra garder le costume de scoreur et profiter de l'attention que porte Embiid. Ça peut aussi être des points en plus pour Tobias Harris, pour Tyrese Maxey. Assez d'accord globalement avec l'analyse. Moi, à la place, j'aurais plus peur là pour ce game 2 du côté Philly. J'aurais plus peur de l'attitude d'un Joel que de l'attitude d'un Harden. Et je m'explique. Dans le sens, Harden, je pense que là, effectivement, le rôle du 15-17 comme le rôle là du coup du 45, les deux là, il a su les assumer cette saison. Et je pense que dans tous les cas, il sort. Enfin, est-ce qu'il va faire le bon choix? C'est jamais sûr. Tu peux toujours avoir un Harden Hero Ball, etc. C'est pas à exclure. Mais il est capable, en tout cas, de faire vraiment le bon choix, etc. Et de savoir choisir entre la meilleure option entre les deux. Mais par contre, est-ce qu'un Embiid qui revient en mode I'm back, même s'il n'est pas à 100%, enfin, s'il n'est pas à 100%, va savoir aussi justement utiliser ce truc pour capter l'attention, pour aussi faire jouer beaucoup plus Harden et faire jouer les copains? Ou est-ce qu'il va essayer d'être en mode I'm back et en plus I'm MVP, machin, etc. Hmm. Et de forcer, même si ça marche Moi, un je peu pense moins pas que qu'il va d'habitude? forcer. Je pense pas qu'il Ben, forcerait, et je pense que même pour ce match encore, sachant je pense pas qu'il soit à 100%, parce qu'une entorse au Non. genou, tu ne reviens pas à 100% en quelques jours. Donc je pense voilà. qu'il sera encore un poil diminué. Et c'est pour cette raison que pour ce match, en tout cas, le temps qu'il justement rentre dans sa série va laisser encore aujourd'hui Harden être le principal attaquant de ce match. Par contre, là où je suis inquiet pour Boston, c'est que avec Harden en plus, avec Embiid en plus, tu es forcé de t'adapter défensivement, et ça dès le premier quart. C'est clair. Dès Mais le premier justement, quart, tu es forcé. justement, tu vois, ça fait une petite transition pour la troisième sous-partie, c'est que Embiid revient, comme tu dis Enzo, je pense pas qu'il soit à 100%, mais justement, est-ce qu'il revient pas, il vient pas un peu rapidement parce
Parce que là, t'es Boston, t'es déjà dos au mur. C'est que là t'as un game 2, t'es mené 1-0. Attention. Attention parce Moi- que en cas de mésaventure, parce que le Game 1 quand même, c'est un Game 1 où il y a une efficacité offensive dingue pour Boston. Enfin, c'est un gros match de Boston offensivement. Ils l'ont pas pris. Attention à pas te ramener à Philadelphie à 2-0 parce que ça pourrait aller très vite, hein. Donc, Excuse-moi, vas-y, non, excuse-moi. je voulais dire, est-ce que Boston est déjà dos au mur, quoi. Pas dos au mur, mais clairement, les Sixers ont ultra confiance. Les Sixers ont confiance et ont envie d'enfoncer le clou. Sinon, Embiid aurait été. Tu vois, il y a certaines franchises, ils auraient pu se dire on en a déjà pris un, c'est bien, on va pas prendre de risques pour la suite de la série. Comme Tu vois, Miami, on en comme, parlait la dernière fois avec Jimmy Butler. ouais, tu vois, comme Miami avec Jimmy Butler, comme ci, comme ça, tu vois. Donc, il y a des franchises, ils auraient pu dire non, il est trop important, on prend pas de risque. Même si on perd ce match, on a déjà l'avantage du terrain, c'est déjà bien. Non, non, les Sixers, ils disent oh, on y va à fond, on enfonce le clou. Parce que concrètement, tu obliges Boston à en prendre au moins un chez toi. Et Mm. même s'ils en prennent un, si tu en prends deux chez eux, tu as 3-1, qui est énorme et que historiquement, on le sait, même si de Bien nos sûr. jours, c'est les remontadas, tout va. Historiquement, ça t'offre 95% de chances de te qualifier. Donc, je pense que justement, c'est grosse confiance des Sixers. Et moi, je sens aussi un peu, peut-être, les Celtics touchés mentalement. Moi, je pense que ces Celtics peuvent être touchés mentalement après cette première défaite, surtout dans le contexte de la défaite. Comme tu as dit, Max, avec une surefficacité offensive, comme ils en ont rarement. Mais attention à ne pas avoir l'excès de confiance pour les Sixers. D'accord. Pour toi, Mhm. Antoine, dos au mur ou tranquille? Hmm. Ouais, moi, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure quand on a évoqué vite fait le titre de MVP, c'est que Embiid, l'émotion qu'il a eue, et mine de rien, c'est allez hop, on met ça de côté, c'est une sorte de soulagement. Si ils sentent l'odeur du sang, les Sixers, s'ils voient une petite brèche, s'ils voient que les Sixers prennent pas de gros lead, comme dans le match 1, moi je pense qu'ils vont se donner corps et âme pour aller chercher la victoire. Et je pense que les Sixers sont dos au mur. Les Celtics, Les pardon, Celtics, ouais. sont dos au mur, quand même. Parce que ça peut aller très très vite, hein. Le nombre d'équipes chaque année qu'on voit qui sont trop confiantes, bah, les Bucks, voilà, tu vois. Ouais. Il faut prendre tous les matchs comme si c'était des finales, et là, ils ont interdiction de le perdre. Vraiment, si tu le perds, je pense que ça va être vraiment Parce que compliqué. du coup, Donc, pour moi, dos au mur. ouais, je regarde la vite fait, c'est que sur la saison régulière, les Celtics sont en 25-16 à l'extérieur, tout comme les Sixers. Les Sixers sont pas non plus hyper souverains à domicile, hein. C'est un bilan de 29-12 à domicile, mais bah, c'est vrai que tu veux pas C'est te... rare par rapport aux saisons d'avant. De quoi? Ce qui est étonnant par rapport aux saisons d'avant où Philadelphie était vraiment une forteresse. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et du coup, moi, ouais, je pense que t'es Boston, tu veux pas te retrouver dans la position où tu retournes à Philadelphie à 2-0. Et attention, hein, ça peut se transformer en sweep si ça tombe du mauvais côté, hein. Non, mais Oh, 2 oh, 2-0. oh, oh. Non, mais 2-0 dans le sens où Boston, là, ils ont quoi de plus dans leur manche? Ils ont un Jason Tatum qui a terminé en presque 42 Non, mais sur le ils ont un match. niveau défensif. À la base, ils ont un niveau défensif 3 fois plus important que ce qu'ils ont montré au dernier match. Mais oui, mais ça, ils l'ont montré contre qui? Contre les Hawks? Non, non. Mais oui, mais ça compte. Ils l'ont montré tout au long de la saison, On sait, Maxime. là, après la saison régulière, voilà quoi, mais. Enfin, oui, à part un step-up Ah, je te trouve un peu défensif. extrême. Je te trouve un peu extrême. Ah, Pour le coup, moi, je suis assez d'accord globalement avec l'analyse de mon homonyme, hein. Voilà, pour changer. oh là là. Et on va prendre une chambre. Et, et non, le côté, ouais, grosse confiance du côté de Fila, j'en doute pas. Ça, pour le coup, même peut-être attention à la surconfiance, ça c'est un autre sujet. Par contre, le côté dos au mur pour Boston, euh, pas encore, mais suffisamment à la limite. Tiens, là pour le coup, j'ai l'impression de me répéter sur Boston à chaque fois qu'ils perdent un match parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ça, c'est défensivement bien plus du manque de concentration et d'effort
que du manque de talent. Et effectivement, le côté il faut prendre tous les matchs comme des finales, etc. Et quand tu perds le premier à domicile sans Embiid contre une équipe comme les Sixers, est-ce que par contre, à l'inverse, ça peut pas aussi être le déclic de te mettre un coup de pied au cul? Ouais. Ça On- peut, ça peut aussi, ça, ça, ça peut aussi incliner mentalement, mais ça reste un game one. Ça bien reste un sûr. game one. La série, elle fait que commencer. Donc, dos au mur, je pense que c'est un bien grand mot. Si tu perds le deuxième, bon, évidemment, personne n'a envie d'être à 2-0. En fait, là, pour le coup, il y a aucune équipe qui veut être à 2-0. Par contre, effectivement, oui. Si tu perds le deuxième, forcément, le game 3, tu vas être dos au mur. Mais Ouais. ce game-là, déjà employé ce genre de truc, c'est un peu fort, je trouve. Je vois Boston, positif. Boston, c'est une très très grosse équipe cette année. C'est une des équipes qui quand ils mettent l'intensité, ils font extrêmement peur. Donc, Fila, c'est un énorme adversaire. Il y a aucun débat là-dessus. Ce Game 2, il va être passionnant pour ça, parce que ça peut être vraiment l'occasion, même en fait dans le cas où Boston reprend ce Game 2 et qu'on part à Fila à un partout, ça va être le match 3 à Fila, dans ce cas-là, risque d'être un match pivot, parce que on le sait en plus, si on parlait des fameuses remontadas, etc. Mais dans les cas où les séries font 1-1, l'équipe qui remporte le match 3 remporte Hmm. la série dans 74% des cas dans l'histoire. Et c'est vrai que je vois Rega qui nous dit positif pour Boston, ils ne prendront peut-être pas Philly de haut du fait de la présence d'Embiid. Et c'est vrai que, est-ce qu'on Voilà. n'a pas eu la redite du match 5 contre les Hawks qui était sans Dejounte Murray? Et peut-être que les Celtics, justement, se sont Non, dit bon, il n'y a pas Embiid et, ils se sont fait cueillir à froid, quoi. non, 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 parce que en soi, l'attitude, oui, est comparable, mais le contenu du match, lui, est tout autre. Parce que, en soi, les Hawks, sans vouloir leur manquer de respect, ne nécessitaient, pardon, pas forcément d'ajustement ou de réflexion d'avant-match, parce que tu savais que ton talent allait faire la différence. Et qu'en gros, le match, c'est toi, tu allais le rythmer. Que si tu Mhm. voulais, le rythme, c'était le tien. Parce que la différence de talent est trop grosse, et surtout la différence de collectif. Parce qu'il faut quand même faut rappeler que au final, le roster des Hawks qui jouait, bah, ils ne se connaissaient pas tant que ça, il n'y avait pas forcément d'automatisme. Contre les Sixers, c'est différent, dans le sens où ton talent ne va pas suffire, parce qu'on a énormément aussi de l'autre côté. On a un collectif bien huilé aussi. Donc, tu as forcément besoin d'adaptation d'avant-match et in-game. Ce qui n'était pas, Ouais. nécessaire, pardon, contre les Hawks. Donc, je trouve que la physionomie est différente, la mentalité est différente, Surtout et les que, dangers, les dangers sont différents. surtout Les que dangers sont différents. Philly a beaucoup plus de versatilité offensive que les Hawks, où tu te dis ça se C'est jouait ça. beaucoup sur le backcourt. C'est Ouais. Là, ça. là, du côté de Philly, tu peux dire ça peut venir d'Arden, ça peut venir de Maxey, ça peut venir d'Embiid, ça peut venir de Tobias Harris. PJ Tucker, à un moment donné, même si ça fait 35 matchs qu'il a pas mis de points, il peut prendre feu dans un match et il te met 4 sur 4 dans le corner Même et en temps finalement du bah, c'est scoring, que du bonus. sa productivité, elle est vitale à Sixers. Le nombre de secondes chances qu'il offre, les écrans qu'il pose, comment il écarte le jeu. Tu vois, genre, c'est con, mais même il y a C'est certaines clair. passes cross-courtes qui te sortent. Bah, c'est ça qu'il fallait faire, mon gars. Antoine, du coup, peut-être Genre un dernier mot. d'expérience. Toi, qu'est-ce que tu veux rajouter sur ça, sur l'avenir de Boston là-dessus? Bah, mon dernier mot, ce serait qu'il faut à tout prix être plus propre avec la balle en main parce qu'ils ont perdu. Je cherchais les stats justement. Ils ont perdu énormément de ballons. Ils en ont Et ça perdu n'a pas combien? été le cas de Philly. Ils en ont perdu Ah oui, 16 16 contre contre 6. Ouais. 6 pour Philly. Et tu vois, le fait qu'ils aient un très bon pourcentage au shoot, il est largement compensé Hmm, par ces pertes de balles, tu vois. Parce qu'ils ont Ouais. shooté 75 fois contre 89 pour Philly. Il y a 14 shoots d'écart, c'est sûr. tu vois. 6 balles perdues pour Marcus Martin. Et 6 ouais. balles Et il perdues en a pour Marcus autant Smart, dont la balle perdue que cruciale tout à la fin. Philly. Et oui. Et Non, mais oui, c'est oui, ça. bah, ouais, C'est là où c'est trop. c'est là où on rejoint un peu une discussion qu'on avait en post finale NBA, c'est que bah, finalement ton poste de meneur, t'as pas vraiment. Ah, là, ils ont récupéré Brogdon. C'est pour ça que moi, au début, quand il est arrivé, je pensais vraiment qu'il laisserait titulaire, Brogdon. Parce que dans son maniement de la balle et de son organisation du jeu, je le trouvais beaucoup plus valuable dans cette équipe de Boston.
Mais c'est clair que c'est un axe clairement qui pousse à progresser. Enfin, c'est un axe de progression énorme. Après la première mi-temps de Smart, au niveau même du playmaking, etc., moi, j'ai été impressionné d'ailleurs. Mm. J'en ai fait plusieurs fois, je me souviens, c'est pour ça que j'ai. Voilà. Mais où le Book avait regardé toutes les mixtapes de Rajon Rondo, Celtics 2007-2008. Il faisait des feintes, des machins, il distribuait la balle avec même des fois un petit côté un peu freestyle qui était vachement sympa. En deuxième mi-temps, il a voulu refaire pareil. Ça va pas trop Même marcher. intention, résultat différent. Hein. C'est clair. Donc on sera attentif au Game 2 cette nuit. Du coup, le seul match de la nuit, donc on pourra vraiment bien se caler dessus. Et on en reparlera plus tard dans un autre playoff talk. Voilà.